Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce 22h dont voici les titres. La nature a horreur du vide, la mairesse de Kaloum le sait. Aussitôt les emprises de la voie publique libérée, elle a lancé ce mercredi les travaux d'aménagement de ces espaces publics. Il est question d'empêcher toute nouvelle occupation et surtout d'embellir la ville. Aménagement des espaces récupérés, la Guinée perd des milliers de francs guinéens chaque mois à la douane. Une annonce ce mercredi du ministre du Budget qui accuse les importateurs de présenter de fausses factures. Le guichet unique du commerce extérieur sera désormais le passage obligé pour toute opération. Au compte du grand format, nous serons à Télémélé dans la sous-préfecture de Kolé. Récemment, un tremblement de terre s'est produit dans la préfecture de Kindia. Les effets de ce tremblement de terre ont été également constatés dans les localités comme Télémélé. Pas de perte en vue humaine, mais les dégâts matériels étaient importants. Comment les populations ont traversé ces moments? Nous serons sur les pas de Mamadou Sadio Baldé. Alors que certaines communes de la capitale poursuivent les opérations de déguerpissement, la commune de Kaloum, elle, a démarré les travaux d'aménagement des espaces récupérés depuis quelques jours. Les emprises de la cathédrale à Almamia ont été les points de lancement des travaux de pavage des artères de cette commune. Les autorités communales, conformément à leur agenda, comptent dans les jours à venir poursuivre ces travaux dans les autres quartiers, notamment le marché Niger. Ali Badara Kamara, Lamine Silla. Nous sommes sur le site de production des pavés. Ici, 40 paveurs répartis en 2 équipes travaillent nuit et jour, soit 8 heures par équipe avec une production maximale de 2600 pavés par jour. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la politique de réaménagement et d'embellissement des artères. Par jour, environ 2500-2600 pavés. Donc après ça, le lendemain, on envoie tout à la pause. C'est 2 équipes sur le terrain, une équipe pour la production et l'autre sur le terrain pour la pause. Après l'étape de la production, place à celle de la pose des pavés sur les emprises de la commune. Le quartier Almamia est le premier à bénéficier du placement des pavés. Ici, 18 200 pavés ont été posés en l'espace de 4 jours. Après Almamia, la prochaine étape sera le marché Niger et un autre endroit, ainsi de suite. Dans l'objectif d'assainir la commune, nous passerons sur toutes les emprises déguerpies, sous l'initiative de Madame la mairesse de Kaloum. À peine les emprises débarrassées des encombrants physiques, la municipalité ne souhaite plus revoir les commerçants réinstallés. C'est pourquoi elle intensifie les travaux de réaménagement sur fonds propres de la commune. Je penserais que depuis le début de ces travaux de déguerpissement dans la commune de Kaloum, qui ont commencé les samedis pendant un week-end, et dès le lundi, Madame le maire et tout l'exécutif communal s'est attelé au réaménagement de ces différentes emprises, et principalement l'emprise de la cathédrale, la ruelle qui est contiguë directement au ministère de l'Éducation. Et donc dès lundi, nous avons mis tout en œuvre, de la production des pavés jusqu'à la pose. Toute la chaîne a commencé dès après le déguerpissement de ces emprises. Pour la réalisation et la pérennisation des projets des 5 communes de la capitale, ce conseiller demande le soutien de l'Agence de financement des communes de Conakry, AFICOM, créée depuis plusieurs années. Le ministre du Budget donne de nouvelles instructions aux douaniers et opérateurs économiques du pays. Ce mercredi, Ismaël Djoubaté a révélé que la Guinée perd des milliers de francs guinéens chaque mois avec ce qu'il qualifie de mauvaise volonté des importateurs qui trompent la vigilance de la douane avec de fausses factures, dit-il. Le chef du département du budget se veut ferme sur la question. Désormais,
tout importateur est obligé de passer par le guichet unique du commerce extérieur pour toute opération. Reportage Mamoudou Boulé Regalo, Yacouba Traoré. C'est un cours de rattrapage économique qu'a livré le ministre du Budget. Ismaël Djoubaté explique que les opérateurs économiques passent par des manœuvres pour tromper la vigilance des douaniers pour faire des bénéfices illicites. La réalité, c'est que depuis fort longtemps, il y a 2 factures de dédouanement. 2 factures. Une vraie facture et une fausse facture. Qu'est-ce que les importateurs font? Quand ils importent, on cache la vraie facture. On introduit dans les documents de dédouanement une facture pro forma qui diminue la facture initiale de près de 50%. Durant des années passées, le pays a vécu cette mauvaise habitude. Dans ce cas de figure, combien de francs l'État guinéen perd par an, monsieur le ministre? Monsieur Diallo, c'est énorme. Prenez un seul cas où on perd 290 millions. Multipliez ça, j'ai dit tout de suite là, multipliez ça, même si c'est 10 conteneurs. Les prix ne sont pas uniques, mais ça fait au moins des milliards par jour. C'est-à-dire, j'ai fait un calcul en moyenne, c'est que les factures qu'on donnait à la douane pour dédouanement représentent en moyenne 45 à 50% avec tous les redressements que la douane fait de la valeur de la facture réelle. Donc une perte irréelle. Mais le commerçant, il ne perd pas, il gagne doublement. Au nom du gouvernement, le ministre Ismaël Djoubaté s'engage à faire respecter la loi. Quiconque tente de se détourner de la nouvelle procédure s'exposera à des poursuites judiciaires. Les avocats des détenus politiques décident de suspendre leur participation dans les procédures en cours. Selon Maître Mohamed Traoré, cette décision est prise en accord avec leurs clients. Il affirme qu'aucune pièce à conviction n'a été présentée par les officiers de la police judiciaire. Pourtant, le parquet accuse ses clients de fabrication et de stockage d'armes. Djenedemba Koulibaly, Alseni Kamara. Cette décision, selon Maître Mohamed Traoré, a été mûrie et prise en commun accord avec les clients. Cet avocat et ses collègues engagés dans la défense des opposants déplorent la procédure et s'indignent face aux accusations portées contre leurs clients sans aucune preuve. Nous avons constaté que les conditions d'un procès juste et équitable ne sont pas réunies. Il y a dans le dossier des signes qui nous font croire de façon absolue que nous nous acheminons vers une parodie de justice et que, quels que soient les arguments que nous aurons à développer, nos clients sont exposés à une condamnation certaine. Nous autres avocats, bien que notre rôle soit de défendre des situations en conflit avec la loi, nous ne devons pas accepter de servir de caution à une parodie de justice. C'est un désespoir pour ces avocats des droits de l'homme d'assister à un procès politique que celui basé sur la loi. Malgré tout, ils gardent espoir que la vérité finira par régner un jour. Nous ne pouvons pas aussi accepter de servir de caution en sachant parfaitement que la condamnation de nos clients est inéluctable. Bien sûr que nous avons l'espoir parce que quoi qu'il en soit, à moins qu'ils ne soient condamnés à mort, je pense qu'ils vont recouvrer leur liberté d'une façon ou d'une autre. Que ce soit la suite d'une négociation politique, que ce soit la suite d'une pression de la rue, en tout cas, je pense qu'ils vont recouvrir leur liberté. Les conditions de détention des prisonniers guinéens ne respectent aucun droit, souligne Maître Traoré. Chaque jour, au moins 3 filles mineures sont violées en Guinée. Une estimation de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs. Ce mercredi, ce sont 2 présumés violeurs qui ont été présentés à la presse par le Progem. Ils sont tous les 2 élèves et sont âgés de 19 ans. Ils sont accusés de viol sur une mineure de 12 ans. Si l'un reconnaît les faits qui lui sont reprochés, l'autre les nie carrément. C'est un compte-rendu de Fatoumata Bintabari. Pour le Progem, il s'agit bien d'un viol collectif.
Ces jeunes auraient abusé de la fille alors qu'elle vendait de l'eau en sachet. On était en train de vendre des sachets d'eau avec mes amis. Ce jeune en a acheté 2 et a offert un à mon ami. Il m'a mouillé avec l'eau qu'il avait. Je lui ai dit d'arrêter, ma mère n'accepte pas. Après, il m'a invité à aller me baigner à la mer avec lui. Il m'a tiré jusqu'en profondeur pour abuser de moi avec son ami. L'un des présumés violeurs avoue l'avoir touché et précise que c'est une relation consentante. Selon lui, la fillette est son amante. Une copine Nara, c'est mon amante. C'était un samedi. Elle revenait du marché, on s'est rencontrés et elle m'a dit qu'elle allait à la mer vendre de l'eau. Une fois arrivée, je l'ai invitée à venir se baigner avec moi. Elle a accepté et ensuite on est passé à l'acte. Par contre, cet autre nie carrément les faits qui lui sont reprochés. Il jure avoir été là pour aider son co-détenu à retirer la fillette des bras des jeunes qui la tiraient. Moi, je les ai trouvés en train de se baigner. J'ai aperçu une foule qui se dirigeait vers eux. Je suis venu à leur aide en frappant les agresseurs avec un bois. Une enquête est en cours pour mettre main sur le reste des présumés violeurs en cavale, rassure le Progem. Selon la victime, il n'était pas 2, mais nous, les 2 ont été mis à notre disposition par nos confrères de la CMS Timbron. Nous avons référé la fille à la médecine légale. Selon le rapport médico-légal, l'ITT est de 12 jours. Les 2 présumés violeurs seront présentés dans les jours à venir devant les juridictions compétentes. L'État guinéen continue de bénéficier de l'aide dans la lutte contre le coronavirus. Cette fois, ce sont les États-Unis à travers l'USAID qui a doté la pharmacie centrale d'équipements de protection contre cette pandémie. Malik Sangiana Kamara, Alcine Kamara signe ce compte rendu. Ce don est composé de thermoflash, de gels hydroalcooliques, bref, des équipements de protection individuelle pour lutter contre le coronavirus. Ce geste de l'Agence américaine pour la réduction des menaces vise à assister la Guinée à vaincre la pandémie sur son territoire. Ces équipements sont destinés au personnel de santé dans le cadre de la continuité des efforts du gouvernement guinéen pour la riposte contre la COVID-19 et la continuité des soins. L'engagement des États-Unis auprès de la Guinée ne se limite pas là. Le pays de Joe Biden est en train d'investir dans le secteur de santé pour le bien-être des Guinéens depuis des années. Le DITRA procède actuellement à une rénovation d'une valeur de 175 000 $ du campus du même laboratoire pour accroître la durabilité, la sécurité physique et l'ensemble de la biosécurité. La pandémie de coronavirus n'est pas à négliger, rappelle le ministre de la Santé. Rémi Lama se réjouit de ce don et promet d'effectuer des visites inopinées dans des structures sanitaires. Ce, pour constater le respect des mesures barrières. Toute structure dans laquelle je rendrai visite et que je trouve ces mesures de prévention ne sont pas respectées, les sanctions tomberont. Ça, c'est clair et net. Je ne peux pas comprendre, on est presque à 1 an de cette pandémie, qu'on continue à conjuguer les mêmes verbes. Prévention, prévention, prévention. Ce don de l'USAID vient s'ajouter aux nombreux appuis du département américain de la défense au gouvernement guinéen dans le secteur de la santé. Pendant ce temps, le syndicat des pharmaciens et officines privées de Guinée menace d'aller en grève. Dans une lettre adressée lundi dernier au ministre de la Santé, ces professionnels énumèrent 3 points de revendication, dont la mise en place de la brigade Médicrime. Bernard Koundouno et Alouba sont allés à la rencontre du président du CIFOG. Dans cette lettre adressée au ministère de la Santé, 3 points essentiels sont au cœur des revendications du syndicat des pharmaciens et d'officines privées de Guinée. Parmi ces points, la réduction du nombre d'importateurs des produits pharmaceutiques et le fonctionnement de la brigade Médicrime conformément à l'arrêté d'application 047 du 15 janvier 2019 du ministère de la Santé qui fixe l'attribution et le fonctionnement de la brigade. Malgré les recommandations du président de la République, le professeur Alpha Condé,
lors de l'audience qu'il a bien voulu accorder aux organisations professionnelles de la pharmacie le 27 mars 2019 et qui ont été relayées par le Premier ministre le 20 mai 2019, à savoir 3 points. Donc, le 1, la réduction du nombre de sociétés grossistes en Guinée. 2, le fonctionnement de la brigade Medicrime. 3, l'organisation des états généraux du secteur de la santé. Les cadres du ministère de la Santé emploient tous les subterfuges administratifs pour nuire et empêcher la mise en place et le fonctionnement de la brigade Medicrime en Guinée. En conformité avec la loi L024 de juin 2018 relative aux médicaments, produits de santé et l'exercice de la profession, ces pharmaciens décident d'aller en grève pour sauver leur profession qui risque de disparaître. S'ils ne sont pas traités maintenant, franchement, le secteur est menacé de disparaître. Dans ce document, le syndicat pointe du doigt le département qui serait en faveur du maintien du nombre pléthorique d'importateurs de produits pharmaceutiques en Guinée. Elles brûlent des pneus pour en extraire le fil de fer. L'activité leur permet de subvenir à leurs besoins, mais derrière, les conséquences sont énormes. En fait, la fumée issue de l'incinération des pneus pollue tout un quartier, comme en témoignent quelques habitants de Tombolia, secteur lotissement dans la commune de Matoto. Mamadou Saliouba, Lamine Silla, Fassine Kamara. Mohamed Mané est déboussolé, furieux. La raison, cette poussière noirâtre à laquelle il est contraint chaque jour de faire face. Nous sommes à Tombolia lotissement, dans la commune de Matoto. C'est un peu partout dans toutes les concessions dans l'entourage ici, c'est comme ça. Et nous sommes à l'étage, nous sommes à l'extérieur, mais même si vous partez à l'intérieur aussi, c'est comme ça. Si vous faites 2 jours sans laver, quand vous venez, les pieds sont sales, partout où vous touchez, c'est noir. La poussière n'a pas de frontières, elle trouve de la place partout. Sur la terrasse, les balcons et même sur les persiennes. C'est un problème aussi de santé publique. C'est le problème le plus récurrent parce qu'on a des personnes âgées dans le quartier qui subissent ces fumées-là. Le problème est là depuis des années. Tout le voisinage est touché. Dans le quartier, les habitants ne peuvent presque pas étaler leurs habits à l'extérieur. Et chaque jour, il faut nettoyer la maison. La poussière nous fatigue. Du matin au soir, nous essayons de faire notre mieux. Mais impossible. Tous mes appareils sont recouverts de poussière. Nous souffrons vraiment. L'eau que nous buvons est souvent sale. Ici, les carreaux ont fini par prendre la couleur de la poussière. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, les particules proviennent de l'incinération des pneus, mais où? Dans la mangrove, à quelques mètres des habitations. Une menace sérieuse pour les écosystèmes, mais surtout un danger pour la forêt classée de Dabomba, où une seconde zone d'incinération menace les arbres qui ont aussi pris la couleur de la poussière. C'est devenu un problème récurrent depuis des années. On a essayé de combattre avec les jeunes, mais franchement, on n'a pas eu d'issue favorable parce qu'il paraîtrait qu'il y a une complicité entre les autorités et les femmes qui incinèrent ces pneus-là. On ne sait pas là où ça bloque. Les habitants se demandent quoi faire. Ici, des dizaines de pneus sont brûlés chaque soir, laissant derrière des conséquences énormes. Les travailleurs de la société turque Al Bayrak ont déclenché une grève ce mercredi pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail spécialisées dans le ramassage d'ordures. Ils disent vivre le pire, pas de contrat de travail ni d'assurance maladie. Ils restent droits dans leurs bottes quant à la satisfaction de leurs points de revendication. En réaction, la société promet de répondre à leurs besoins. Tôt ce mercredi, ils ont pris d'assaut la devanture des locaux de l'entreprise turque Al Bayrak. Ces travailleurs spécialisés dans le ramassage des ordures avec pour mission Conakry Ville propre dénoncent leurs conditions de travail.
Al-Bayrak, c'est une société qui est chargée pour l'assainissement de la ville de Conakry. Mais nous sommes dans la merde. Vous allez voir un simple pointeur qui est là. Je vous assure, il touche au-delà de 2 millions de nos francs. Et nous qui sommes sur le terrain, qui est la pièce maîtresse de cette société Al-Bayrak, nous touchons que 1 million de nos francs. Un montant qu'il trouve dérisoire. Aujourd'hui, il réclame 3 500 000 francs guinéens à la fin de chaque mois. Le cas échéant, jusqu'en 2050, il n'y aura pas de travail ici. Il n'y aura pas de travail. C'est ça notre point de revendication le plus important. Un de nos amis ici, il est tombé ici, l'accident de travail. Jusqu'à présent, il n'a pas pu avoir le prix de soins, je vous assure. Il est devenu handicapé. C'est vrai. Les responsables de la société turque Al-Bayrak se disent surpris de la révolte des travailleurs. Pour eux, ils devraient se réunir en syndicat avec une plateforme revendicative. Néanmoins, ils promettent un dialogue pour l'amélioration des conditions de ces ouvriers. Ils ont un syndicat et nous sommes ouverts, absolument ouverts à toute discussion. Donc nous attendons qu'ils viennent vers nous. Donc dès qu'ils viennent vers nous, on va se mettre ensemble pour résoudre le problème. Tout passe par la communication, il n'y a aucun problème à notre niveau. En attendant la prise en compte de leurs points de revendication, ces travailleurs chargés de nettoyer la ville de Conakry décident de ne pas travailler. Un mot de culture dans cette édition. Le vendredi 12 février prochain, le traiteur Baïssa entame la célébration de la fête des amoureux avec un concert 100% live à l'affiche. La star sénégalaise Viviane Chidid et l'icône du coupé décalé Baby Philippe. Ce dernier chanteur, compositeur et arrangeur ivoirien est arrivé ce mercredi à Conakry. Antoinette Dédé Onivogui et Mohamed Aloussène Camara pour le reportage. Je veux danser. 15 ans après son premier séjour, Baby Philippe foule pour la deuxième fois le sol guinéen. Cette fois, l'artiste ivoirien vient célébrer en apothéose la Saint-Valentin avec ses fans. Une cérémonie organisée par le traiteur Baïssa en collaboration avec d'autres structures de showbiz guinéen. Pour l'occasion, les organisateurs annoncent beaucoup de surprises. Et pour la grande première, donc, on aura Viviane Dour donc du Sénégal, mais aussi Baby Philippe de la Côte d'Ivoire. C'est ce vendredi, donc, à l'occasion de la Saint-Valentin, sous le chapiteau du Palais du Peuple. C'est une grande première, ça va être un truc énorme, ça va être assez spécial. Donc pour ce vendredi, on invite tous les mélomanes, tous ceux qui aiment le bon show, à ce dîner gala. Ça va être du VIP, donc tout le monde est invité pour venir participer à cette belle soirée qui, on le promet, va être assez exceptionnelle. De son vrai nom, Nguessan Baby Philippe Amessan, chanteur, compositeur musical et guitariste ivoirien, considéré de nos jours comme l'un des plus grands arrangeurs musicaux et guitaristes d'Afrique. L'icône du coupé décalé est présent avec tout son arsenal et promet un concert 100% live. Sur les réseaux sociaux, on constate qu'on est beaucoup suivi par la Guinée et voilà. Donc je serai tout heureux de partager des moments forts avec mon public d'ici. Tout le monde est là, tout est réuni. On va mettre le feu en coupé décalé, on the track. Tout y est donc pour accueillir le public mélomane guinéen les 12 et 13 février au chapiteau du Palais du Peuple. Le 22h, c'est aussi ce grand format que nous vous proposons tous les soirs. Récemment, un tremblement de terre s'est produit dans la préfecture de Kindia. Les effets de ce tremblement de terre ont été également constatés dans les localités comme Télémélé. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels étaient importants. Déjà dans l'angoisse, ce tremblement de terre est venu se greffer au mal-vivre des habitants de la sous-préfecture de Kolé. Une plongée dans cette vie teintée de misère avec Mamadou Sadio Baldé. Un petit marigot hier, un bras de mer aujourd'hui. Ici, nous sommes à Konkouré, entre Télémélé et Kindia. Il y a 12 mois, les habitants traversaient à pied le marigot. À présent,
une pirogue est indispensable. Une défiguration derrière laquelle se trouve le barrage de Swapiti. Collé sous les eaux du barrage, toute une vie détruite, toute une histoire sur le point de disparaître à l'image de ces palmiers et autres espèces d'arbres qui, eux aussi, sur le point d'être engloutis par les eaux. En dépit de tout, quelques familles s'accrochent, mais jusqu'à quand? Ici, c'était un petit marigot appelé Kontou. Mais vu la montée des eaux, aujourd'hui, vous voyez, c'est tout un océan. On ne peut plus parler même d'un fleuve. Donc, c'est la raison pour laquelle nous vous disons ici que nous sommes vraiment isolés. Il n'y a pas d'infrastructure sanitaire, on n'a pas d'infrastructure routière, donc on n'a pas de poste de santé. Nos enfants sont au chômage, 200 à 300 enfants sont là. Il croyait aux retombées positives des réalisations du projet Swapiti. Désormais, cet espoir ne tient que sur un fil. D'ailleurs, la désillusion a anéanti les dernières énergies. C'est la montée des eaux, parce que c'est ces différents palmiers que vous voyez là, que la population, exploitait pour avoir l'huile de palme. Mais vu la montée des eaux, heureusement que c'est la saison sèche qui s'annonce, sinon on ne peut pas le revoir. C'est différents palmiers que vous voyez là. Donc c'est toutes nos vies qui sont en danger. Malgré tout, vous êtes là? On n'a pas le choix parce qu'ils disent que nous ne faisons pas partie de ceux qui doivent quitter le lieu. Donc nous sommes là et les conditions favorables à nos vies ici ne sont pas encore créées par le gouvernement. Nous dirons par le projet parce qu'on remercie le président de la République qui a eu des initiatives de faire un projet de telle envergure pour que la Guinée soit électrifiée. Donc nous sommes convaincus qu'il ne peut pas aimer toute la Guinée pour vraiment électrifier la Guinée et nous oublier ici. Donc c'est le projet qu'on peut acquiser pour le moment. Nous sommes venus constater les dégâts causés par un tremblement de terre qui a frappé la zone le 3 février dernier. Première habitation fendue en deux. Le reste des murs n'est plus rassurant. Le tremblement a détruit toutes nos maisons. Nous sommes inquiets. Nous n'avons pas de quoi manger ni où trouver de l'eau. Des maisons en dur ont certes résisté, mais les secousses ont laissé des traces. Résultat du tremblement, quelques biens entassés. Ici, des familles entières passent la nuit à la Belle Étoile. On a demandé pour nous aider, puisque c'est du bénéfice pour tout le monde. Mais la façon qu'il est tremblé comme ça nous inquiète. On est peur. Si certaines familles sont moins impactées, celles qui n'ont aucun soutien vivent deux douleurs, la peur des répliques du tremblement et la peur de mourir de faim, comme en témoigne cette veuve. Aidez-nous à cause de Dieu et aidez-nous à quitter au dehors. Les animaux nuisibles nous atteignent, les moustiques. Je suis là avec mes enfants au dehors. Tout près, il y a une vieille d'une centaine d'années révolue. Elle a failli perdre sa vie dans le tremblement. Des briques sont tombées dans son lit, touchant une partie du dos. Son fils Belaba n'a d'autre choix que de rester tout près et monter la garde pour le hameau tout entier. Donc il y a le serpent. Moi, chaque jour là, je ne dors pas parce que je suis le seul garçon dans ce petit village-là. Donc je ne dors pas. Donc, par exemple, pendant la nuit, je n'ai que promener dans le village. Lui, il est aveugle. Assis sur son hamac, il interpelle l'État sur les dangers qui guettent ses citoyens qui aujourd'hui dorment à la Belle Étoile. Nous rejoignons le village de Kidire. Du haut de ses 82 ans, Modi Abdoulaye Ba explique la terreur vécue par les habitants de son village. Ça a effrayé tout le monde. Je vous dis que jusqu'à présent, quelques jeunes ne sont pas maîtres de eux-mêmes. Ils ont perdu leur esprit consciencieusement. Le projet a réussi à recaser plusieurs villages à cause de la retenue du barrage. Pourtant, il est difficile pour certains d'envisager un départ, surtout quand ils se souviennent des études menées selon lui par des Français et des Allemands. Primo, nous ne voulons pas quitter chez nous ici, parce que depuis autant colons, c'est les Allemands et les Français et les Anglais qui avaient commencé l'histoire de Swapiti. Mais ceux-ci disaient que nous, on ne devrait jamais bouger. Maintenant, à notre temps, les Chinois ont travaillé depuis
que les Chinois là ont travaillé à sa petite, et toujours il y a des petits problèmes ou l'embêtement. Parce que tout ce que les anciennes sociétés avaient prévu et écrit, ils n'ont pas respecté. Nous retrouvons Bilo Baldé qui cette fois-ci se prononce sur le manque d'infrastructures et le calvaire des citoyens. Dans difficulté, parce que là où nous sommes, notre enfant étudie ici. Donc s'il n'y a pas le programme, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Même moi, c'est moi-même qui accompagne les enfants à l'école matin et soir. Il n'y a pas des écoles, il n'y a pas de centre de santé, ni rien à l'heure là. Nous n'avons aucun établissement, presque dans 15 à 20 villages ici, les enfants sont au chômage. Parce qu'on n'a pas d'école, on n'a aucune infrastructure. Dans le village, les secousses se font toujours sentir au moins une fois par jour. C'est un autre angle et c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Espace TV.